Bonsoir à toutes et à tous. La rédaction revient sur les temps forts de l'année 2025 et aujourd'hui place au mois de juillet, particulièrement riche en événements. La visite de la ministre de la Ville à Martigues dans le quartier de Notre-Dame-des-Marins, le contournement autoroutier de Martigues-Port-de-Bouc qui est enfin validé et retour sur ces violents incendies qui ont frappé les Pennes-Mirabeau, Marseille puis Martigues. On y revient en images. Alors ça, c'est typiquement, c'est de l'insalubrité et ça fait vraiment partie des obligations du bailleur social. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Entre les immeubles, pendant près d'une heure et demie, la ministre interpelle les habitants du quartier comme Angélique. J'ai de l'humidité dans la chambre de mon fils, dans la salle de bain, dans le balcon. Le petit a des problèmes de santé à cause de ça, tout le temps malade. Donc j'attends qu'ils me relogent. Ils m'ont dit on va vous reloger, mais j'attends. Vous avez espoir entre que les mots de la ministre aient un poids dans cette décision-là? Ouais, j'espère. Franchement, j'espère bien. J'ai demandé, je sais qu'il y a plusieurs propositions en cours pour vous. Ça va venir très vite. Merci beaucoup. On a regardé de près. Merci beaucoup. Et je reviendrai vérifier. Merci. Des tags sur les ascenseurs, du carrelage cassé ou des trous dans les murs. Celui-là, il y était la dernière fois. Donc celui-là, il n'a pas changé. 4 mois après son premier passage, malgré quelques rares améliorations, Juliette Méadel fustige toujours 13 habitats. Ça reste encore insuffisant et il va y avoir une nouvelle gouvernance à 13 habitats. Et donc moi, j'ai confiance dans la gouvernance qui arrive. Mais il n'en reste pas moins que pour le passé, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas et donc il en sera tenu compte. La sanction est tombée. L'exonération de taxes foncières dont profitent en temps normal les bailleurs sociaux est suspendue pour 13 habitats. Il reste certaines choses qui n'avaient pas pu être faites jusqu'à présent, mais c'est en cours et c'est programmé. Vous comprenez quand elle pointe certaines choses du doigt, c'est de dire ça n'a pas été fait, ça aurait dû être fait. Vous l'entendez, cette critique-là? Oui, on l'entend, oui. D'autant plus que ça va être fait. Les travaux de réhabilitation générale ne débuteront que fin 2026 à Notre-Dame-des-Marins. La facture s'élève à 50 millions d'euros, auquel il faudra donc désormais rajouter le coût de la taxe foncière. Depuis une dizaine d'années, Sylvie habite une résidence voisine du musée Morales. Les fenêtres de ses chambres sont ainsi situées à une bonne vingtaine de mètres de la nationale 568, suffisamment près pour lui rendre la vie impossible. Comment dire, moi, les camions, j'en ai ras-le-bol. Il y a beaucoup d'accidents. L'année dernière, il y a eu franchement une personne, la voiture a été pliée en 4 avec la famille qui avait dedans. Les camions, ça klaxonne, on n'arrive pas à dormir bien comme il faut. Je suis obligée de fermer les fenêtres en été parce que ça klaxonne toute la nuit, ça fait du bruit et je suis obligée de fermer, même qu'il fait chaud. Donc pour vous, c'est une bonne chose si ça bouge? Ah oui, ouais. Et vite, et vous attendez, hein, et vite fait même. Il y en a trop de camions. La voisine d'en face de Sylvie, restauratrice, éprouve elle une petite inquiétude. Gérante de la table de Maître Panis, Cathy Xenides espère en effet que la diminution du trafic autoroutier ne se traduira pas par une baisse de fréquentation. Ça serait bien si ça nous amenait du particulier pour le travail, si ça pouvait nous enlever le risque de pollution, le risque d'explosion, le risque avec les gros camions citernes qui passent et qui bouchent sur tout le trafic parce qu'on a un trafic quand même qui est assez et souvent perturbé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu peur d'avoir moins de trafic du coup. C'est ça qui nous inquiète à nous commerçants de la zone et autour de cette voie rapide. Donc on espère qu'on aura quand même le contournement qui sera uniquement pour les camions et pas pour les particuliers qui continueront à passer au bord de mer et venir nous voir. Dans les prévisions les plus optimistes, le contournement ne sera toutefois pas mis en service avant 2030. À la sortie de l'audience, l'ambiance est très tendue. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas respecté les morts et on n'a pas obtenu réparation. Non! 2 heures de bracelet électronique, mon Dieu! Mon Dieu, mais c'est une justice bourgeoise! Pour beaucoup, la justice n'a pas été assez sévère. Stéphane est membre de l'Assemblée des délogés. On entend qu'il y a un droit à la propriété privée, mais ce droit à la propriété privée ne devra jamais être plus important que le droit à la dignité et le droit à la vie. On trouve que les peines qui ont été prononcées sont bien en deçà des souffrances qui ont été vécues et sont bien en deçà de tout ce que tout le monde a subi, de tout ce que tout le monde a dû endurer. Et ça continue. Et ça continue en fait. Pour les avocats des parties civiles, les peines sont satisfaisantes. Elles pourraient éviter un appel. Maître Candon et Maître Grasini. Personnellement, je trouve qu'elles sont équilibrées. C'est pas un assassinat, c'est pas un meurtre.
c'est des homicides involontaires. Ils ont des amendes qui sont très importantes. Voilà, c'est quand même une bonne justice à mon sens, oui. La faute de gourmandise, la faute de paresse, la faute d'orgueil. Ces 3 fautes étaient sanctionnées par le tribunal en reconnaissant aussi l'existence de la problématique du logement indigne. Les familles des victimes sont plus sceptiques. Liliana Lalande a perdu son fils Julien dans l'effondrement. Déçu pour ce qui nous concerne, notre famille. On attendait quelque chose d'un peu plus sévère, on va dire, vis-à-vis le propriétaire de l'appartement de notre fils. Leur peine, ils m'ont semblé un peu légère pour quelques-uns. Reste à savoir s'il y aura un appel. Les avocats de la défense n'ont pas souhaité s'exprimer. Sur la plage des Ferrières, il fait bien assez chaud pour aller se baigner en famille, boire un verre sous la paillote ou encore, pour les fumeurs, s'en griller une en plein air. Mais attention, cette pratique n'est plus autorisée dans certains espaces publics. Jérôme, un martégal qui aime bien se promener sur la côte, y voit tout de suite les bénéfices. Une bonne chose pour la pollution, pour l'écosystème aussi, c'est déjà bien. Mais si certains y trouvent leur compte, ce n'est pas le cas de Barbara, une fumeuse qui profite d'une terrasse à 2 pas de la plage. Le fumeur, justement, il aime bien boire son petit verre avec sa cigarette, en plein air. Pour Stéphane Catalano, propriétaire de la paillote Chiquita Cabana, cette loi n'est pas la solution au tabagisme passif, mais compte plutôt sur la bienveillance des usagers. Il faut savoir que sur ma terrasse, les gens fument, ça c'est une évidence, et ils ont l'intelligence de demander aux voisins d'à côté si ça ne les dérange pas. Au pire, ils se décalent de eux-mêmes. Tout le monde peut avoir son avis sur la question, mais il y a bien une chose que tout le monde partage, c'est bien le cafouillage des informations sur le sujet. Que ce soit pour la date de la mise en place, pour les espaces concernés, ou encore le montant de l'amende. Vous me l'apprenez depuis hier. J'ai pas regardé les informations, malheureusement, non, je suis pas au courant. Disons que c'est pas assez relayé, il faudrait faire une annonce aussi au niveau des mairies, mettre un panneau par-ci par-là. Il sera interdit de fumer sur les plages, parcs et jardins publics, espaces non couverts des bibliothèques et de certains équipements sportifs, et enfin aux abords immédiats des lieux fréquentés par les mineurs, comme les écoles. L'amende pour le fumeur surpris dans ces endroits sera entre 135 et 150 €. Cette nouvelle législation entrera en vigueur le 1er juillet et non dimanche dernier, comme nous l'a confirmé la police nationale de Martigues. Tous les matins, les bureaux de poste de Croix-Sainte et Ferrières sont assaillis. Les riverains viennent y déposer leurs colis, lettres et ou acheter leurs timbres, des services de plus en plus onéreux. J'ai constaté la flambée des prix, vraiment. Là, j'ai payé 7,14 € par exemple. 7,14 € pourquoi ? Une toute petite lettre simple. Il n'y a qu'une lettre, le poids il n'y est pas. Le plus léger, c'est 7,14 €. Et avant, je payais 5 €. Vous l'avez senti, cette augmentation du prix au fur et à mesure des années ? Ah oui. Et je me souviens à l'époque où on était en centimes. Le prix du timbre est passé de 68 centimes en 2015 à 1,39 € en 2025. La Poste a annoncé hier une nouvelle hausse des prix des timbres et colis à partir de janvier 2026, une suite logique à laquelle les usagers se sont adaptés. Vous avez l'habitude d'envoyer des lettres timbrées ou des colis ? Non, j'utilise beaucoup le mail. Moi, je ne poste jamais de courrier. La Poste, qui n'a pas souhaité nous parler, explique cette augmentation par une volonté d'améliorer leur service. Un prétexte difficile à comprendre. Franchement, j'ai pas ce ressenti-là. J'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, le service est toujours pareil. Rien qui a changé, c'est juste le prix qui a augmenté. À partir du 1er janvier 2026, envoyer une lettre classique, un recommandé ou un colis coûtera en moyenne 7,4% plus cher. À l'aéroport de Marignane, de nombreuses personnes attendent, appellent ou regardent fixement les tableaux d'affichage. Nombre d'entre eux ont vu leur vol être annulé au dernier moment. C'est le cas de Davis, un Algérien qui ne pensait pas faire plus d'une escale dans le sud. Tous les autres vols sont complets, donc maintenant il n'y a pas un autre vol pour nous. Et on attend, donc on n'a pas vraiment de nouvelles. Qu'est-ce qu'on va faire, donc on attend. Il n'est pas seul dans son cas, à devoir attendre en espérant trouver une solution au plus vite. La grève des contrôleurs aériens, qui réclament de meilleures conditions de travail, ne semble pas être approuvée par les voyageurs interrogés.
Je suis désolée, je ne vais pas être très sympathique, mais moi j'estime que si j'ai des soucis et que je dois faire grève, personne ne viendra me soutenir, personne ne me comprendra. Donc nous, on doit toujours comprendre les autres qui ont les moyens de bloquer. Moi, j'ai aucun moyen de bloquer si je dois faire grève. Je fais grève toute seule. Donc je ne suis pas solidaire, je suis désolée. Je pense qu'en tant que voyageur, on s'attend à avoir un certain niveau de sécurité quand on voyage. Bref, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre là. Dans cette situation, les voyageurs sont impatients, incrédules et donc facilement irritables. Ici, une femme malade demandait à récupérer ses bagages avec ses médicaments, créant cette situation tendue. Selon les autorités de l'aéroport, les syndicalistes ne souhaitaient pas parler et personne ne veut s'exprimer en leur nom. Ces annulations de vol vont se poursuivre demain, la veille des vacances. La grève des pharmacies de garde se poursuit, mais sans trop faire de vagues. La préfecture a mis en place depuis le 1er juillet une réquisition des officines afin de garantir un accès aux soins d'urgence, rendant le mouvement de colère des pharmaciens presque invisible. Pas du tout. Pas du tout au courant de cette grève, non. Sur le territoire de Martigues, Fos-sur-Mer, Carie, les pharmaciens réquisitionnés vont se relayer les gardes jusqu'au 15 juillet, comme si de rien n'était. Bien que certaines pharmacies auraient néanmoins fait la grève de la réquisition, le mouvement garde une certaine popularité. Est-ce que vous êtes plutôt solidaire par rapport à ces pharmaciens ? Ah bah carrément, ouais. C'est un peu partout pareil, j'ai l'impression, que ce soit à l'hôpital ou même nous dans la fonction publique. Dès qu'il y a un manque de moyens, c'est compliqué, on ne peut plus faire grand-chose, donc ouais, carrément. Le soutien des clients, les officines en ont besoin pour que la colère des professionnels de santé pèse sur le gouvernement. Sébastien travaille à la pharmacie Ferrière et observe ce mécontentement depuis beaucoup trop longtemps. En fait, ça fait plusieurs dizaines d'années que toutes les économies, une grande majorité des économies sont faites sur le médicament. Mais pour autant, dès qu'il s'agit de faire des économies, on le fait sur le dos de la pharmacie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 10% de pharmacie en moins en 10 ans. C'est une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau. Le vase déborde depuis très longtemps, mais les pouvoirs publics ne nous écoutent que très rarement. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les usagers ? Rien du tout. Mais je trouve qu'on en a quand même beaucoup parlé. Il y a des patients la semaine dernière qui en ont parlé. Si rien ne change, les pharmaciens pourraient aussi faire grève le jour. Pour plus d'informations sur le calendrier des gardes, vous pouvez vous renseigner sur le site de la RSPACA ou auprès de la police municipale. Et alors la journée c'est très compliqué, il fait très chaud. Toute la journée on sue, on court partout, les clients nous demandent plein de choses. Ouais, la nuit effectivement quand on arrive du boulot, il fait nuit, il fait tapant de chaud et on transpire encore plus. Moi j'ai un ventilateur, je le mets à fond, j'ouvre les fenêtres, j'essaie d'aérer un maximum l'appartement. Je prends une douche froide avant d'aller m'endormir, mais sinon sans tout ça ce serait très compliqué. Mais on fait comme on peut, on essaie, on boit un peu, on s'abreuve. Santé à tous. Les nuits se passent difficilement, c'est vrai que j'ai du mal à trouver le sommeil. Moi ce que je fais c'est que j'ouvre en grand les fenêtres et je mets des draps mouillés. Et j'ai pas la chance d'avoir un appart traversant, mais ça fait quand même des courants d'air. J'ai la clim dans ma chambre. Après dans le salon et les chambres des enfants, c'est catastrophe. Même les enfants, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ah donc après ils sont énervés. Exactement. Et vous dormez quand même? Non, j'ai mis 2 ventilateurs, je laisse les fenêtres ouvertes, mais il est trop chaud. Moi, je suis diabétique, la tension, j'arrive pas à accepter. C'est presque plus dur la nuit. Les températures, elles descendent pas en dessous de 23, 24 depuis 2 semaines et demie, là. Depuis, ça fait un bon moment. Donc non, c'est très dur. Moi, j'habite dans un appart de merde. L'indice énergétique, c'est G ou H. Enfin, j'ai fait le pire. C'est le pire. Donc non, nuit étouffante, ventilateur à bloc. Donc non, j'en suis là, puis j'habite sur la plaine, là, rue des Trois Mages. Donc des deux côtés, j'ai les bruits de la plaine et le bruit de la rue des Trois Mages. Donc c'est la symphonie de l'été, mais bon, on aime ça, on fait avec, quoi. Voilà. Là, j'ai vu, là, début de semaine prochaine, on va dormir un peu. Je crois qu'il va faire 17-18 la nuit. Autant dire un froid de canard. Et on va se débrouiller avec ça, quoi. J'ai vu le départ du feu à midi et quart. Et là, je vois que ça a bien pris, ça a sauté l'autoroute. À midi et demi, ouais. C'était légère fumée, maintenant, ça a bien pris. Hein. Vous vous êtes inquiété? Ah oui, comme tout le monde, un feu de forêt, ça inquiète. Hein. Ah oui.
Est-ce que vous pensiez que vous alliez être évacué peut-être? On ne pensait pas, au début on ne pensait pas par rapport au vent, mais maintenant que le vent il a tourné, voilà, ils nous ont demandé d'évacuer. Et oui, nous on est le gardien du stade, donc là on n'évacue pas pour l'instant nous. Mais regardez, toutes les voitures elles descendent de là-haut, ils évacuent tout le monde là. C'était au Pen de Mirabeau, maintenant ça descend sur les quartiers nord. Vous avez vu les bombardiers d'eau, les Canadaires? Oui, ils ont fait les rotations là 3-4 fois, ils sont venus. Ils sont venus un peu tard, mais ils sont venus. On allait enlever les animaux de la maison et on prend la famille, on évacue. Vous êtes nombreux chez vous? On est 7, on est. 7 avec les animaux, 6 animaux, ça veut dire une quinzaine. Ce jeudi matin, les sapeurs-pompiers étaient encore très actifs dans les hauteurs des collines du Pilon et de la Pignée, sur la commune des Pennes-Mirabeau. Des opérations de noyage des lisières afin qu'aucune zone de végétation en bordure de l'incendie ne puisse s'enflammer à nouveau. Un incendie qualifié de particulier par Richard Maillet, le président du SDIS 13. C'est un des 40 départs de feu que nous avons eu dans le département. Il y avait d'autres aussi. Bon. Après, il est particulier parce qu'il est parti d'une voiture en feu sur une bretelle d'autoroute et il est monté tout de suite dans la forêt et il s'est dirigé vers le sud sous l'influence d'un vent qui était quand même conséquent. D'entrée, on a eu à protéger des habitations, ce qui fait que c'était très difficile de l'attaquer. Protégeons les habitations et en plus, avec le dénivelé qu'il y avait, le changement d'altimétrie, c'est là où il fallait les moyens aériens très très vite. Des moyens aériens qui ont rencontré des difficultés, comme l'explique le capitaine Hervé Beauvau, chef du centre de secours des Pennes-Mirabeau. Il a été le premier commandant des opérations de secours des pompiers 13 sur l'incendie. Ce feu, c'est un feu que l'on peut considérer comme topographique. Il va prendre des couloirs d'accélération très très vite et il va être très très vite sur le plateau. D'ailleurs, dans les échanges qu'on a eus avec les moyens aériens, ils ont tous confirmé que c'était très difficile d'être au largage. D'une part, par la présence de beaucoup de lignes haute tension, que vous voyez, hein, c'est un nœud de ligne haute tension donc, qui empêche le largage, et par rapport à l'aérologie, la puissance du vent et la topographie de ce relief. Les opérations de noyage vont durer encore quelques jours car le feu peut encore couver discrètement sous terre dans les racines et les souches. La salle à manger. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Là-bas, c'est la piscine et notre terrasse. Ici, c'est la cuisine. C'était la cuisine et tout équipé, ainsi de suite. Faites quand même attention. Ouais. Parce que c'est tout tombé, il n'y a plus rien carrément. Il n'y a plus rien. Et on avait des messages comme quoi qu'on devait rester, s'immobiliser à la maison et tout fermer et mettre des serviettes mouillées sur les... Heureusement qu'on est parti, disons. Vous voyez le résultat. C'était leur coin de paradis, une belle grande maison sur les hauteurs de l'Estaque-Gare, au lieu dit Château-Beauvis, vue imprenable sur la mer d'un côté, au pied des collines de l'autre, et c'est de là que le feu a dévalé mardi. Si la structure de la maison a tenu le choc, à l'intérieur, toutes les affaires de José et Justine Santiago sont consumées ou endommagées. Des toitures détruites, des débris noircis, et surtout l'insupportable odeur de brûlé qui imprègne tout. Mais pour le couple, l'essentiel c'est leurs enfants et eux d'être restés tous en vie. La première chose que vous faites dans ces cas-là, vous prenez les enfants, vous fuyez quoi, vous ne pensez pas à prendre rien du tout et du coup on a papier, tout, totalement tout. Vous n'avez rien pu emmener avec vous? Rien du tout. Et qu'est-ce que vous êtes allé où alors? On avait peur, on a roulé. Hein. On a roulé au début, on ne savait pas quoi trop faire. On voulait se mettre à côté des plages parce qu'au début on veut sauver nos vies avant tout. Hein. On a peur, on est sur le stress, l'angoisse. La panique totale. Hein. Vous avez le sourire, votre épouse, mais comment on se sent après un tel drame? Comment on se sent? Anéanti, mais si on ne garde pas le moral et qu'on dit on est vivant et on a les êtres qu'on aime autour de nous, on perd la notion du temps et on meurt, hein. On s'effondre. Que là, je pense que je dis j'ai mes petits en vie, j'ai madame en vie, et puis voilà, ça se refera. Hein.
La ville nous a proposé des mobil-homes ou je ne sais pas ce que c'est, ou des AGECO, j'en sais rien ce que c'est. On nous l'a proposé, mais bon, aujourd'hui encore, on n'a rien du tout, quoi. Et le propriétaire, alors lui, carrément, rien du tout, il nous a mis aux oubliettes. Comment vous voyez les prochaines semaines, les prochains mois, l'année qui se déroule ? Je pense que ça va être catastrophique parce que je pense que pour le logement, je sais pas en fait, je sais même pas où je vais aller parce que s'ils nous mettent en bas provisoirement et qu'ils nous refont l'appartement, c'est ok, mais s'ils ne me refont pas l'appartement, on va faire comment? On va rester en bas dans un champ? Il y a des mobil-homes qui vont être installés sur le terrain vague en bas, c'est ça? Ça a été dit ça à la réunion qu'on a eue au CCAS, mais ça a été dit maintenant, faut voir parce que bon. Pour moi, il n'y a pas grand-chose, j'ai rien du tout, on est toujours au même point. On est 12 locataires, on est tous dehors. J'ai vu une personne hier soir, quand je suis venue, elle dormait dans la voiture. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de domicile, les gens, ils n'ont pas l'argent parce que là, les assurances, c'est bien beau, mais les assurances, l'hôtel, c'est qu'une semaine. Après une semaine, on vous jette dehors. Du coup, les gens, ils se retrouvent qu'ils n'ont pas de... Je les ai vus sur le parking en train de dormir. Et un autre qui était dans un camion aussi. Ils dorment sur le parking des gens. Et est-ce que vous croyez que c'est normal? La ville vous abandonne, vous pensez? Écoutez, pour le moment, la ville, elle n'a pas fait ce qu'elle avait dit encore. Parce qu'elle va attendre combien, la ville? Un mois et demi, j'en sais rien, moi. Mais pendant un mois et demi, on fait comment? Moi, je m'en fous, j'ai un logement, je vais dormir chez ma mère, chez ma soeur, mais ils ne sont pas tous dans le même cas que moi. Et je trouve que c'est pas normal, parce que c'est maintenant qu'on doit être hébergé, c'est pas dans 15 jours ou dans un mois. Aux alentours de 19h, l'alerte est lancée sur la commune de Martigues. Un feu de grande ampleur dévore la colline. Il est proche du karting sur la route de la Couronne, un secteur particulièrement boisé. Très rapidement, plus de 180 pompiers et 80 engins sont engagés, mais aussi 7 Canadair et 2 Dash. Si le vent, pour dire, change de direction, on a toutes les usines à côté. Donc c'est quand même impressionnant et oui, ça peut vite changer, vite tourner. On a toujours quelqu'un qu'on connaît dans la colline, un ami, un voisin, quelqu'un qu'on côtoie et voilà. On a vu au Canada et maintenant c'est chez nous. C'est fou, c'est fou. Qu'est-ce que c'est ce message, monsieur? C'est une alerte d'urgence. Confinez-vous dans un bâtiment dur, fermez les portes et volez. Par sécurité, quoi, voilà. Avec la tombée de la nuit, les Canadair sont obligés d'arrêter leur largage. Si le vent ne faiblit pas, le feu progressera en direction de Saint-Julien et de ses habitations. On va à la mutuelle direct. Ouais. On évacue déjà ceux qui sont déjà en cage. On évacue quand il y a le feu là. Non, c'est bon. Là, je vais m'occuper des orphelins maintenant. C'est pas évident. Priorité déjà, c'est les pensionnaires. Second, après, c'est nos SPA et ensuite, après, c'est nos personnels. Malheureusement, on est obligé de sélectionner comme ça, quoi. Ouais. Mais en priorité, c'est ceux des clients. Ouais. C'est ce qui est logique. Et là, il y en a qui s'affolent parce qu'ils ont compris qu'il y avait le feu. D'autres qui sont passifs, d'autres qu'on met du temps à attraper. Bon, mais c'est pas la première fois, hein, on va gérer. Et au final, tout va bien se passer. Oui, il n'y a pas de souci. Tant que c'est pris à temps comme ça, c'est bon. Il y a les chats, mais on vient de croiser aussi des véhicules pour récupérer les chevaux, alors expliquez-nous. Les chevaux, si je ne me trompe pas, ils sont à la croix, juste derrière le carrefour, là, pour aller à Saint-Julien. Voilà, donc ils vont sûrement les évacuer aussi, ils doivent être en panique parce qu'un cheval, quand il sent le feu, c'est pire que les chats. Et c'est pas le même gabarit. Et c'est pas le même gabarit. Nous, en fait, on vient d'une écurie qui est côté Ferrières sur les hauteurs de Martigues et on vient dépanner d'autres écuries qui ont dû évacuer leurs chevaux à Saint-Julien, Saint-Pierre pour les ramener côté Ferrières, là où ça craint rien, quoi. Voilà, donc on vient avec les poids lourds pour évacuer les chevaux qui sont sur l'incendie. Vous pouvez y accéder encore ou pas encore? C'est en train de se discuter là, normalement oui, mais c'est en train de voir ça avec les policiers, quoi. Ça fait combien de bêtes au total? Là je pense qu'il va y en avoir une bonne dizaine à mon avis. Voilà. Qu'est-ce qui est compliqué dans ces cas-là? Il faut que personne ne se gêne, hein, c'est le plus compliqué, il ne faut pas gêner les accès, il ne faut pas gêner les pompiers. Nous il faut qu'on puisse passer, donc voilà. Et là on y va. Merci. Ils ont
sans doute vécu l'une des nuits les plus stressantes de leur vie. Et ce matin encore, l'émotion était bien présente à Saint-Julien. Oui. Parce que ce feu était très virulent. Oui, oui. Vous avez eu très peur hier? Énormément peur. Pas sur le coup, mais après, ça fait beaucoup de mal. Je ne souhaite à personne de voir ça. Avant de dire toute chose, un grand merci aux pompiers. Mais alors, autre qu'un grand. Ils ne veulent pas être remerciés, mais vraiment, c'est des héros. Vous vivez à côté là? Et je vis dans le ballon. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu hier quand ça a commencé? Mais hier, ils sont venus nous avertir qu'on n'a rien vu, on a vu simplement des flammes de loin, on fait des grosses fumées. Ils nous ont dit d'aller à la cave coopérative, d'attendre, et puis on est rentré au petit matin. On est resté toute la nuit debout et il n'y a pas de problème. Hein. Épuisés mais toujours debout, ces pompiers venus en renfort depuis Tarascon procèdent aux opérations de noyage à l'avant du feu. Le noyage sert uniquement à éviter toute reprise. Un point incandescent qui pourrait se trouver sur une zone non humidifiée et sous l'effet du vent, ça pourrait reprendre dans le verre en effet. Donc c'est pour ça que nous procédons avec une grande précaution par sectorisation à l'ensemble du noyage du sinistre. L'objectif et chez les sapeurs-pompiers, c'est en effet de protéger les personnes et les biens en priorité. Et surtout que l'ensemble des sapeurs-pompiers travaillent en sécurité. L'état des troupes, là, après une nuit blanche de travail? Je parlerai uniquement dans le cadre de mon équipe qui est présente ici sur place, affectée, fatiguée et dans l'attente d'une relève afin de progresser pour terminer ce feu. Et cet après-midi, les pompiers ont été confrontés à des reprises de feu. Quant aux opérations de noyage, elles devraient encore continuer pendant plusieurs heures. Depuis le début de la saison, au total, ce sont plus de 1100 hectares qui ont été consumés par les flammes. Un chiffre qui peut paraître impressionnant. Alors ça peut être assez trompeur parce qu'au final, chaque année, il y a plusieurs centaines d'hectares qui sont brûlés sur le département. Maintenant, c'est vrai que cela faisait 2 à 3 années que nous avions des étés assez modérés. Cet été est particulièrement à risque. Depuis les 10 dernières années, c'est l'une des saisons les plus précoces et les plus intenses en termes d'engagement sapeurs-pompiers. Une précocité qui s'explique en partie par des conditions météorologiques propices au départ et à la propagation du feu. On a quand même connu un été en 2 parties, donc un mois de juin qui était quand même historiquement chaud dans la région. En revanche, c'est vrai que sur juillet, on a une récurrence de Mistral. Du coup, sur mes données que j'ai mis à jour aujourd'hui même, on a effectivement 11 jours de vent fort sous-marinienne pour une moyenne de 7. Donc effectivement, c'est quasiment près de 30% de plus que la moyenne, dont un jour de tempête, du coup c'était hier. Donc effectivement, on peut dire que le mois de juillet est un mois particulièrement vanté cette année, pas au niveau des records, mais ça faisait pas mal d'années qu'on n'a pas connu un mois de juillet aussi vanté, du coup avec malheureusement beaucoup d'incendies. Ouais. Des incendies qui se multiplient et imposent une cadence soutenue aux pompiers, surtout l'été, mais pas seulement. Nous n'avons plus de saison feu de forêt. Le feu de forêt, c'est toute l'année. Donc on accentue nos efforts sur la période estivale, mais on reste prêt à intervenir tout au long de l'année, car les changements climatiques et l'évolution de notre société fait que des feux de forêt, c'est toute l'année. À partir du 6 août, le vent devrait se calmer et offrir un peu de répit à nos soldats du feu. Bonjour à tous, je me trouve en ce moment même à la base de la sécurité civile ici à Marinenne. Dans quelques instants, je vais embarquer dans cet hélicoptère pour suivre un exercice directement dans les Calanques. On vous embarque sur Maritima. Concrètement, aujourd'hui, on va partir sur un entraînement au profit des personnels de la caserne de Lumini. On va partir sur une calanque, on va s'entraîner au treuillage en parois, sur des endroits qui sont un peu difficiles d'accès. Au cœur de la manœuvre du jour, ce treuil chargé de descendre les secouristes sauveteurs héliportés, qu'on appelle plus couramment les SSH. Olivier est l'un d'entre eux. Ça, c'est du matériel qu'on va utiliser pour accrocher sur les parois ou sur du milieu naturel. C'est plein de matériel, en fait, c'est des amarrages. On a plein d'amarrages, on a des ancrages artificiels, des coinceurs mécaniques, des pitons. Donc ça va nous permettre de créer nos points
pour pouvoir installer nos cordes, pour pouvoir accéder à une victime si toutefois on ne peut pas y accéder directement avec la machine. Le matériel est prêt, l'équipage est au complet, on décolle direction Lumini en prenant le temps d'apprécier cette vue du ciel des incontournables de Marseille, les îles du Frioul et le château d'If. La bonne mer toujours cachée derrière ces échafaudages. Et évidemment, le Vélodrome, l'antre des joueurs de l'Olympique de Marseille. On va vous les envoyer en feuillage simple sans les arbres. Ensuite, on vient chercher tout le monde en lézard en double. Sur place, après un rapide briefing des équipes des marins-pompiers qui participent à l'exercice, l'hélicoptère redémarre et s'enfonce dans les calanques. Pour Maritima, l'aventure s'arrête là. Impossible de suivre l'exercice depuis l'hélicoptère. On le regardera depuis le sol. En fait, on fait d'abord une première reconnaissance avec la machine et on se fait un débrief à 3, donc avec le pilote et le mécanicien opérateur de bord, pour savoir quelle manœuvre on va mettre en place, le choix de notre manœuvre, en fonction de la pathologie de la victime et surtout du terrain. Et ensuite, on ne se parle plus en fait. À la radio, on utilise des gestuels qui nous permettent de savoir si on doit monter, descendre ou stopper, si on est au bon endroit, tout simplement. Pendant près d'une heure et demie, les sauveteurs vont se relayer et prendre en main un nouvel outil que tous n'ont pas encore eu la chance d'expérimenter. Le but de cette manœuvre, elle est simple, c'est qu'en fait on va simuler une victime en paroi et donc on va essayer de la récupérer avec un matériel qui s'appelle le lézard. Le lézard, c'est un outil particulier parce qu'en fait on a une longe qui va se détacher en fonction de la force de la traction si on est attaché toujours au croc. Donc on va être attaché à la paroi et donc si par inadvertance on oublie de se décrocher, le fait qu'il y ait cette tension-là va nous permettre de nous détacher et de partir en sécurité. Donc là, le but c'est d'aller récupérer la victime en étant toujours accroché au croc de l'hélico, de récupérer la victime et de partir en toute sécurité. Voilà, tout simplement. Des interventions comme celle qu'il simule aujourd'hui, Jérôme peut être amené à en faire une quinzaine dans l'année. C'est pourquoi les secouristes sauveteurs héliportés comme lui doivent effectuer ce genre d'exercice au moins une fois par trimestre. On aura senti tous, tous les membres d'équipage, beaucoup de fierté. C'était un rêve de gosse que d'être pilote militaire et aujourd'hui je suis aux commandes d'un Airbus A330 MRTT qui arbore la cocarde française. Vous imaginez l'honneur que cela me fait. Je me trouve aujourd'hui à la base 125-10, il est à peu près 7h du matin. Dans quelques instants, on va embarquer dans cet avion juste derrière moi, direction les Champs-Élysées. Pour Maritima, je vous embarque avec moi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va débuter le briefing donc pour cette mission qui consiste à défiler pour le 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées. Pour cela, eh bien, on s'appelle Vaillant 41 pour la partie Camindia Campango. Alors, une pression, oui, forcément, parce qu'on a l'envie de bien faire. Parce que c'est une fierté de participer au défi du 14 juillet, donc on veut bien représenter l'armée de l'air et de l'espace et les armées en général. Mais la pression, finalement, on est habitué à réaliser des missions, des opérations complexes, surtout sur le MRTT Phoenix, qui a un panel de missions assez conséquent. Donc on sait la gérer, la pression. Et nous, on est juste derrière, donc le MRTT, avec un Rafale C d'Orange, 2 Mirage 2000D qui décollent de Nancy et un Rafale B de Saint-Dizier. On vérifie le bon état du moteur, donc que tous les trappes soient bien fermés, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de dépôt de carburant, d'hydraulique ou d'huile sous le moteur, enfin sous l'avion en général. Et ensuite on regarde l'entrée d'air, que toute l'entrée d'air n'y ait pas d'impact dessus. On regarde les aubes et on vérifie qu'il n'y ait pas eu de dégâts, de dommages sur toute l'entrée d'air et toutes les aubes du réacteur. Tout va très bien. On est prêt. La fermeture des portes d'ici quelques minutes, après quoi nous entamons notre transit direction Paris. On attend le go du défilé. Le go du défilé, il dépend du moment auquel s'assoit le président de la République dans la tribune officielle. À partir du moment où il est assis, le reste du timing est à peu près maîtrisé par les organisateurs du défilé.
Ils nous donnent le go du défilé et à partir du moment où on a le go, on a à peu près une dizaine de minutes de run, donc c'est-à-dire de prise d'axe de défilé, pour rejoindre la verticale de l'axe en prenant pour gros repère la défense. Il a fallu être précis à la seconde près, en respectant la trajectoire avec beaucoup de rigueur à la radio. Nous étions beaucoup d'aéronefs en l'air en même temps, une soixantaine, une trentaine d'hélicoptères dans un cadre géographique très réduit, avec des obstacles tout autour de nous et à une hauteur de l'ordre de 300 mètres. C'est plus bas que la Tour Eiffel. Nous avons survolé la tribune officielle à la seconde près, à l'altitude prévue et sur une trajectoire sur l'axe de défilé, donc extrêmement satisfait. La vitesse, c'est de l'ordre de 550 km/h, ce qui fait 14 secondes entre l'Arc de Triomphe et la tribune officielle. C'est 2 fois la vitesse du TGV. On a ressenti tous, tous les membres d'équipage, beaucoup de fierté. C'était un rêve de gosse que d'être pilote militaire et aujourd'hui je suis aux commandes d'un Airbus A330 MRTT qui arbore la cocarde française. Vous imaginez l'honneur que cela me fait. Chaque journée commence de la même façon pour Bruno. On s'entraîne le matin, on va au moins nager une petite demi-heure, faire de la planche pour pouvoir checker un peu notre plan d'eau, savoir s'il y a des difficultés, des méduses, tout ça, ce qui permet de savoir un petit peu ce qui nous attend, la température de l'eau d'ailleurs. Ensuite, on ouvre le poste. Mais la surveillance n'est pas la seule corde à son arc. Du soin pour les petits bobos au conseil pour les baigneurs. On reste quand même un poste de secours avec une infirmerie, donc on a tout ce qui est mis en place, tout ce qui est fourni par la mairie notamment, pour traiter de la bobologie, à la noyade, à l'arrêt cardiaque, à la chute sur les rochers, tout ce qui est traumatique en fait. Donc on est capable d'intervenir sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur notre plan d'eau. Ce jour-là, il y a du vent. Vaut mieux les rappeler, les mettre là, à minima. Ces t-shirts jaunes sur les plages, c'est aussi et surtout une présence qui rassure. Parce que c'est surveillé et c'est rassurant, surtout là avec le temps qu'il fait, quoi. Il y a du vent et voilà. Oui, c'est toujours rassurant quand il y a des enfants en fait. Oui, c'est important pour une plage où il y a beaucoup de monde. 30 ans de service pour Bruno qui chaque été apprécie toujours autant cette mission. L'entraînement, le soleil, les conditions de travail. Même quand il fait très chaud, c'est vrai que c'est un peu plus pénible. Après, il y a des gens l'été qui font des boulots peut-être un peu plus harassants, dans d'autres conditions, dans des usines, j'en sais rien. Par exemple, on a quand même la chance de travailler en extérieur et au soleil. C'est quand même plus sympa. La surveillance des plages est un service assuré quotidiennement par les pompiers jusqu'au 31 août. J'ai eu l'impression d'être un glaçon dans un pastis. Bon, après, ça fait du bien parce qu'on a eu des températures tellement excessives qu'on allait dans l'eau, c'est de la soupe. 32 degrés dehors et 18 dans l'eau. La différence de température est un peu rude pour les baigneurs, même si, après la canicule, la fraîcheur est aussi la bienvenue. Moi, j'aime autant cette température-là. Parce que quand on est arrivé, c'était juste étouffant, quoi. J'avoue, quelques degrés de plus, ça ne m'aurait pas dérangé. Alors, quand elle est trop fraîche, l'eau, qu'est-ce que vous faites? Vous bronzez? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est allé dans l'eau, on était un peu saisis, puis après on monte la température du corps pour pouvoir retourner dans l'eau, pour que ça soit agréable. Dès qu'on a mis les cuisses, c'est glacial. On n'a plus envie vraiment de faire le plongeon. Il ne faudrait pas rester 4 heures au soleil et aller se baigner avec cette température. Je pense qu'il faudrait commencer par se tapoter les épaules et tout ça. Mais j'ai du mal à comprendre quand même comment en 4 jours de temps, peut-être 3 jours. L'eau, elle a dû perdre 10 degrés, je suis sûre. Eh bien justement, nous sommes allés poser la question à Marie Bravo-Monin, la directrice du parc marin de la Côte Bleue. Le coupable n'est autre que le Mistral. Le vent va pousser l'eau de surface, va l'amener au large. Donc ça fait une dépression, ça fait un trou. Et ça va permettre aux eaux profondes, les eaux froides, de remonter à la côte, ce qu'on appelle des upwelling. Et ça, c'est très bénéfique pour le milieu, parce que ça remonte avec des nutriments. Donc c'est de l'eau fraîche et riche en nourriture, et donc ça fait du bien au milieu. Ces épisodes sont récurrents tout au long de l'année, en fonction de l'intensité et de la durée du vent. Patience, quand le Mistral s'arrêtera, la température remontera très vite. Miramas se réveille ce matin, hébété. En rentrant dans la ville, nous croisons des branches arrachées, des routes inondées et des toitures envolées.
Pourtant, les services techniques avaient déjà dégagé les axes prioritaires depuis 3h55 du matin, début de cet orage hors du commun. Philippe Baudin, chef de la caserne des sapeurs-pompiers du secteur, était au front. Cet épisode orageux n'a duré qu'un court instant, environ quelques minutes, mais a été d'une violence extrême, avec la formation a priori d'une mini-tornade. Au-delà des dégâts dans l'espace public, ce sont des habitants qui ont fait les frais de cette tempête. Comme ici, dans l'appartement de Didier et de sa famille, où le ciel leur est littéralement tombé sur la tête. C'est passé super vite. Et ça s'est passé très vite, en l'espace de blessés. Bon, voilà, et maintenant qu'est-ce qu'on va devenir? Où on va aller ce soir et comment ça va se passer la suite? Les dégâts sont tels que les habitants en constatent encore de nouveau au cours de la matinée. Le maire de Miramas, Frédéric Vigourou, nous dresse le bilan provisoire de cette nuit cauchemardesque. Là, on a eu des dégâts sur tous les bâtiments publics pratiquement, une école qui se reconstruit. On a eu un immeuble sur lequel les toits ont évidemment bougé, beaucoup d'arbres qui se sont écroulés sur des maisons, sur des voitures. On a un lycée agricole qui a été frappé aussi avec des déplacements de classes en bungalow sur près de 5 mètres. Le plus grave, ça a été aussi un container, un bloc d'électricité qui a pris feu. Aux dernières nouvelles, aucune victime n'est à déplorer. Une vingtaine de personnes ont été accueillies dans le gymnase de Saint-Sulpice pendant la nuit et 14 d'entre eux doivent être relogés. Sur cette exploitation, aucun pesticide. Ici, les mauvaises herbes côtoient les plants de fraises et favorisent un écosystème varié. Un choix assumé, mais qui a un coût. Thibaut Besson, agriculteur bio. On y arrive, mais on est beaucoup moins rentable et notre activité est plus difficile. Il faut accepter de produire un peu moins, mais d'avoir un produit de meilleure qualité, de laisser une part à notre environnement et de justement d'être moins rentable, mais sur le long terme de polluer moins. La problématique, c'est pas que nos produits en agriculture biologique sont chers, c'est qu'on subventionne les produits qui détruisent la planète. Interdit depuis 2018, les néonicotinoïdes, poisons neurotoxiques, provoquent, quand ils sont pulvérisés, la mort instantanée des abeilles, indispensable à notre agriculture. Oui, mais il n'y a pas que les abeilles qui sont pollinisateurs. Il y a beaucoup d'autres insectes et les néonicotinoïdes sont des produits destructeurs pour les insectes. Il faut savoir que 50% de la diversité des insectes a déjà disparu et l'insecte, c'est le premier maillon de la chaîne. Et quand ils ont disparu, si jamais il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation. Si jamais il n'y a plus d'insectes qui pollinisent, il n'y a plus de pollinisation. Ça veut dire plus de fruits, plus de fleurs et plus de vie. Mais Thibaut le sait, même si ces insecticides redeviennent interdits en France, le problème est surtout ailleurs. La vraie problématique, elle est que on est dans un marché ouvert et que les produits qui sont interdits chez nous, ils se retrouvent dans notre assiette. Et je comprends les agriculteurs français qui veulent utiliser ces produits, qui font de l'agro-business et qui sont face à de la concurrence déloyale étrangère. Et la France était le seul pays européen à avoir interdit ce produit. Un saut suffit finalement à vous rendre tétraplégique, à vous rendre handicapé. Convoqués à la mairie de Marseille, les 3 mineurs parmi les 5 jeunes interpellés par la police municipale le 30 juin dernier écoutent attentivement Yannick Ohanessian, l'adjoint au maire de Marseille, en charge de la tranquillité publique et de la prévention. L'objectif, il est double, vous l'avez compris, c'est à la fois tenir ce rappel à l'ordre fermement, leur rappeler que la prochaine étape, c'est de l'autre côté du Vieux-Port et c'est devant le tribunal, et donc c'est pas la même affaire pour eux, mais aussi garder évidemment un pied dans la sensibilisation. Ce qui compte à la fin, c'est qu'il y ait une prise de conscience de ces jeunes. Car en plus d'une amende de 150 €, Patrick Fanger, le délégué du procureur de la République de Marseille, précise: on sensibilise également les parents sur l'exercice de leur autorité parentale, parce que si de tels faits venaient à se reproduire, par exemple plusieurs fois concernant les mineurs, le parquet pourrait éventuellement engager des poursuites à l'encontre des parents sur une soustraction de l'autorité parentale, qui est donc un délit puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Donc des infractions assez lourdes,
passible du tribunal correctionnel. Tout aussi lourde que la chute dans la mer qui peut entraîner des fractures de la colonne vertébrale. Sans parler des risques de fracture, vous pouvez faire un malaise dans l'eau. Ça peut entraîner une noyade. Et l'année dernière, j'ai effectué aussi une intervention pour une personne qui a sauté de la corniche et qui s'est noyée, qui est décédée en réanimation à l'hôpital de la Timone. Ça fait réfléchir ? Ouais, ça fait réfléchir. Du haut de ses 15 ans, Jordan se fait son propre avis. Non, en vrai, moi je pense que si je saute bien, je vais pas me faire mal, mais c'est la loi. Donc voilà, faut respecter. Tu le feras plus ? Non, je ferai plus. Ni son copain Jean, 15 ans lui aussi. Et voilà, je sauterai plus, c'est bon. C'est sûr ? Ouais, sûr là. Ce rappel à l'ordre que je vous adresse solennellement, votre ultime mise en garde. C'est toujours les mêmes gestes, toujours. D'abord le prélèvement. Inspire, souffle lentement. Hop, ça va ? Oui, ça va. Les raisons qui poussent les donneurs sont d'ailleurs souvent les mêmes, à savoir aider son prochain. En fait, je donne le sang parce que j'ai un résus qui est très recherché et donc du coup, je le fais de manière naturelle. On manque de donneurs, mais je conseillerais à tout le monde de donner parce que si on peut sauver des vies, il ne faut pas hésiter. Voilà. Merci, au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Une fois le prélèvement terminé, la poche de sang d'Antoine et celle des autres va vivre une véritable aventure. Prenons la direction de Marseille à la Valentine où nous avons rendez-vous au plateau technique où chaque jour 500 poches de sang sont traitées. On réceptionne ici tous les dons de la région PACA et on va les traiter sur notre plateau technique de façon à en faire des produits transfusables. C'est-à-dire qu'on a un don initial qui va être transformé en 3 produits transfusables, un globule rouge, un concentré de globule rouge, une plaquette et un plasma. Donc en sortie de centrifugation, on a une poche qui a cet aspect, qu'on sort délicatement de son plot de centrifugation et dans laquelle on va voir très distinctement les 3 produits que l'on veut récupérer. Le concentré les globules rouges ont été tassés au fond de la poche, on voit très bien une couche qui contient les plaquettes, on appelle une couche leucoplaquettaire, et au-dessus le plasma. Ces machines vont ensuite servir à donc séparer chaque produit dans sa poche pour ensuite pouvoir être transfusé. Mais avant d'être transfusées, ces poches ont une dernière escale. Dans notre département, elles retrouvent le siège régional de l'EFS au boulevard Baille. Voilà, ça c'est la partie finale. En fait, nous on reçoit les poches déjà toutes bien étiquetées comme vous l'avez vu à la prépa. Et donc, on les range par groupe. On les conserve 42 jours à 4 degrés. Trouver la bonne poche de sang pour le bon patient, c'est la mission principale des biologistes de ce site. Alors, on commence d'abord par valider les dossiers d'immunohématologie parce qu'effectivement, donc en plus des groupages sanguins du groupe ABO que tout le monde connaît, il y a en fait 48 systèmes de groupes sanguins en tout. Et donc, on recherche des anticorps contre tous ces antigènes de groupes sanguins. Et donc ça, c'est une partie importante, la partie validation d'immunohématologie. Et puis après, c'est la gestion des stocks de produits sanguins où il faut, pour toute la région, être le plus réactif possible pour pouvoir honorer toutes les commandes de la région et avoir le bon produit au bon moment pour tout le monde. 48 groupes différents, mais il existe des sangs beaucoup plus rares et ils sont conservés ici, dans ce centre, par moins 80 degrés. Il y a certains groupes rares parmi ces 48 systèmes de groupes sanguins. Certains sangs sont considérés comme rares et donc on peut les congeler à moins 80 degrés pour les conserver pour des patients du coup qui sont exceptionnels et donc pour ensuite les décongeler à la demande pour ces patients rares. Donc on peut, en les congelant à moins 80 degrés, on peut les conserver 30 ans, donc ce qui nous permet d'avoir une petite réserve pour ces patients considérés comme rares. Le trajet de la poche de sang d'Antoine terminera dans un établissement professionnel de santé où elle sera transfusée à un patient jusqu'à un peu plus d'un mois après son prélèvement.
Nicolas et son pote Christophe sont venus de Vendée pour participer à leur première Marseillaise en tant que joueurs, mais aussi spectateurs. Lors de cette finale, ils soutiennent la triplette quintée et même s'ils ont espéré une remontada, ils reconnaissent la victoire sans contestation des Malgaches. Un peu déçu, mais globalement les Malgaches méritent plus la victoire que les deux Philippe. Ils ont mis du temps à rentrer dans la partie et puis les Malgaches ont été plus réguliers sur l'ensemble des mètres. Voilà, c'est une belle finale, presque 3 heures de jeu, c'est pas facile non plus. Bravo à eux. Ça met en valeur la pétanque malgache. Bien sûr. Ils montent en puissance depuis des années et à mon avis c'est pas fini parce qu'ils ont des très très bons joueurs. Donc ça fera des beaux duels. Exactement, et c'est bien pour l'avenir parce que ça veut dire aussi que voilà, on a plein de belles parties dans les mois et les années à venir, donc c'est chouette. Voilà, on a vu un beau mondial, c'était top, c'était super. Quant à Yves-Cédric Rakotoa-Rizoa, il n'en revient pas d'avoir battu ses modèles. C'était une belle victoire. Au début, j'avais peur parce que j'ai joué contre mes 2 idoles qui étaient chouchous. Je suis vraiment fatigué parce que je n'ai jamais joué 4 fois d'affilée une concours et c'était la première fois que j'ai participé à ça et je suis tellement fatigué. En plus, il y a la victoire. Et première victoire d'une équipe étrangère au mondial. Ouais, ça représente beaucoup pour mon pays parce que c'était la première fois que Madagascar a gagné le Marseillaise. C'est le plus bon jour de ma vie. Autre événement qui rend cette 64e édition historique, ce nouveau record de participation avec 14 352 joueurs, du plus modeste des amateurs au plus grand des champions. C'est vous êtes venu voir la masterclass Cézanne. Allez, suivez-moi. Et c'est parti pour une visite pas comme les autres, vous l'aurez compris, car qui mieux que Paul Cézanne pour vous faire découvrir sa ville et les lieux où il a vécu. Quand j'étais là, personne ne voulait de moi. Maintenant que je suis mort, on parle de moi partout. Regardez, même les magasins, ils mettent des pommes. C'est dingue. Au fil des rues, des anecdotes, les visiteurs découvrent ce peintre qui ne laisse personne indifférent. Le personnage est bien retranscrit, j'ai trouvé. Et c'est une autre façon de visiter et de connaître Cézanne. J'ai pu donc découvrir que c'est vraiment l'essence de même de la ville, quoi. J'ai appris beaucoup de choses sur sa vie parce que je connaissais le peintre, mais je ne connaissais pas l'homme. J'aime son parcours, en fait. Et moi, je suis née là-dedans aussi. Et donc, pour moi, c'est très simple d'aller à Bibémus. Cézanne à la Sainte-Victoire, c'est la raison pour laquelle je me suis installé à Aix-en-Provence il y a 30 ans. Car oui, Paul Cézanne, Aix-en-Provence, c'est une histoire d'amour indissociable. Frédéric Paul est le guide conférencier, notre Cézanne du jour. Quand on est à Aix-en-Provence, on est dans un tableau de Cézanne. Je le dis un petit peu dans ma visite, les couleurs que l'on a autour de nous, c'est les couleurs que l'on trouve dans 70% des tableaux de Cézanne. L'ocre de la pierre, le bleu du ciel, le vert des arbres, c'est vraiment Aix qui inspire Cézanne. D'ailleurs, même quand il part, il revient. L'année Paul Cézanne à Aix-en-Provence, c'est encore jusqu'au 12 octobre prochain. Les saveurs de Camargue est l'une des 10 cabanes les plus plébiscitées avec une paella qui régale les papilles. Elle est trop bonne. Ah oui, excellente. Aux fruits de mer, impeccable. Et c'est très bon, ça va avec le prix, c'est très bon. Des prix accessibles pour le public, la paella aux fruits de mer à 10 €, l'assiette de gardien de taureau à 12 €. Une soirée réussie pour Nawel Rizon et ses équipes qui ont servi près de 200 repas ce soir-là. Et pourquoi elle est si bonne? Racontez-moi, il y a quoi votre recette là? Franchement, je ne vais pas le dire. Il y a un ingrédient qu'on ne va pas donner notre secret. On a une réputation à tenir et les gens ils essayent mais ils n'arriveront jamais à nous copier. Je veux dire, il est le meilleur. À 2 pas de ces cabanes aux plaisirs variés, le port de plaisance Claude Rossi déploie tout son charme en bord de mer. Un cadre idéal pour flâner entre plus d'une vingtaine de stands du marché nocturne. Le public familial, lui, est conquis. Avec ma maman, ma cousine, ma petite cousine, mes 2 enfants, ma soeur, ses 3 enfants. Voilà, c'est ça exactement. Très très bien. Qu'est-ce que vous aimez ici? L'ambiance. Je trouve que c'est l'ambiance et côté mer, c'est très spacieux et pour passer un moment en famille, c'est parfait. Avec près de 130 000 visiteurs l'été dernier, les cabanes du port sont un véritable succès. Vous pouvez en profiter tout l'été, chaque soir, à partir de 18h30. Quand on entend ce bruit,
c'est que la pêche n'est jamais loin. Ce vieux moteur de camion sert aujourd'hui à faire remonter le filet traditionnel, le câlin comme on l'appelle ici, avec une force de traction pouvant aller jusqu'à 11 tonnes. Pour ce coup-ci, seulement 3 dorades, mais d'habitude, Jordan Ortiz retrouve le muge essentiel à la fabrication de la poutargue. Il faut savoir qu'il y a 4 variétés de muge, donc il y a le pointu, c'est ce poisson. Il y a la gante rousse, ce qu'on appelle le poisson limon, puisqu'il est plein de limon, vous voyez il est plein de blanc, et il a la tache, on va dire orangée sur la tête. Après il y a le testu, celui-là qui a la queue jaune, c'est lequel avec on fait la poutargue, et il y a le muge noir. Ce jour-là, Jordan a ouvert ses portes à 26 personnes préalablement inscrites auprès de l'Office de tourisme de Martigues. Sa mission, répondre à toutes les questions de ce public. Particularité, aucun touriste parmi eux. Tous sont des locaux avec de nombreuses questions sur la pêche au câlin. Vous êtes à présent incollable sur la poutargue ? Oui, presque. Oui, ça va. Il a bien répondu à toutes mes questions. Le sujet vous intéresse ? Pourquoi ? Parce que je suis du coin et du coup, je ne connaissais pas du tout. J'en mange, mais je ne savais pas comment c'était fabriqué. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Une autre technique de la pêche, bien particulière à Martigues. Et bon, le monsieur nous a vraiment bien expliqué. On savait que ça existait, mais on n'avait jamais visité. Jordan et Jean-Sébastien sont à Martigues les derniers pêcheurs au câlin dans leur établissement. Ils vendent chaque jour leur pêche en direct et fabriquent artisanalement la fameuse poutargue que nous avons dégustée en fin de visite. Un véritable régal. Une heure avant l'ouverture, les habitués sont déjà là. Depuis 1988, Port de Bouc accueille toujours les sardinades au plus grand bonheur des locaux. On est venu avec une association hospitalière et toutes les années on se réunit pour pouvoir manger les sardinades ici. C'est convivial, il y a de la bonne musique, les repas ils sont excellents, on s'amuse bien. 18h30, les grilles s'ouvrent enfin, on se rue sur les tables, on boit un verre et là on n'a plus que l'embarras du choix. Gambas, télines, paella, moules frites, pizza, churros et bien sûr les fameuses sardines pêchées chaque matin spécialement pour l'événement. Vous êtes venu, vous mangez pas de sardines, c'est quoi cette histoire ? Pas encore, on est à l'apéro là pour l'instant. Vous allez plutôt prendre quoi cette fois-ci ? Je pense moules frites. Voilà, je suis tombé dessus et c'est très bon. Je trouve que pour 5 € avec un verre de rosé, c'est très bien, c'est très sympathique. C'est toujours convivial, les gens sont agréables, on voit qu'ils sont heureux. Ça mange, ça boit et c'est bon. Chaque stand est sélectionné par l'association organisatrice Promomère afin de représenter les produits locaux. Petite nouveauté cette année, les glaces sont préparées sur place de manière artisanale. Les sardinades édition 2025 dureront jusqu'au 31 août prochain. Largement assez de temps pour profiter de cet événement souvent imité, mais jamais égalé. Le festival littéraire itinérant Le Livrodrome se tenait aujourd'hui à Marseille, au parc Bougainville. L'équipe Maritima était présente à l'édition précédente, au camping de l'Arquet, à Martigues. L'occasion de vous demander vos lectures de l'été 2025. Alors Aya, en ce moment, qu'est-ce que tu lis ? Je lis Mortel Adèle. Ça parle de quoi ? D'une petite fille qui fait que des bêtises. Ça s'appelle Campus Driver. C'est quoi ton livre préféré ? Harry Potter. Parce que c'est plein de magie, il y a de l'aventure. Stitch au grand cœur. Ça parle d'une fille qui voulait absolument adopter un chien, qui l'a trouvé dans une animalerie, sauf que ce n'est pas un chien, c'est un extraterrestre. Je lis Naruto, Boruto et tout ça, genre. Je lis un livre Minecraft. Je sais pas, des Minecraft, des mangas. Des livres Minecraft. Je lis des BD Minecraft, des mangas Minecraft, des encyclopédies, beaucoup de trucs sur Minecraft. Donc tu connais tout sur Minecraft en fait ? Oui, je lis beaucoup de Minecraft, j'aime bien Minecraft, j'y joue et tout. Et j'aime aussi lire Cheetuff, Donald, des BD Picsou, j'aime bien. Minecraft, Naruto, Mortel Adèle. Voilà quelques idées de cadeaux pour vos enfants. Et pour les grands alors ? Pour une tranche d'âge adolescent, je dirais un bon Chérub. Ou le Cercle des 17 aussi, c'est bien. Je lis le dernier tome des Hunger Games.
Là, j'ai découvert un livre durant la tournée du Livrodrome, ça s'appelle Les Mémoires de la forêt par Michael Brun-Arnaud. En ce moment, je lis La Louve d'Antonin Sabot. Et c'est l'histoire d'une sorte, si je me souviens bien, une sorte de rébellion qu'il y a eu et qui est très peu documentée. Je lis Les 48 lois du pouvoir. Mon livre préféré, j'avoue, c'est Les liaisons dangereuses d'Ernest Delaclos. Alors en ce moment, je lis un livre de Christian Signol qui se passe au début du XXe siècle. Et il s'appelle comment ? Les mantes sauvages. Alors, je lis celui que je n'ai jamais rencontré. Alors, moi, mon conseil de lecture pour cet été, c'est un livre qui est assez ancien, qui est paru en 1957, un livre de Italo Calvino, qui est un auteur bien connu, qui s'appelle Le Baron Perché, et qui fait partie d'une trilogie qui s'appelle Nos Ancêtres, où il y a également donc, Le Chevalier Inexistant et Le Vicomte Pourfendu. Et Le Baron Perché, c'est le troisième, mais pour moi, le meilleur, le plus savoureux, quoi. Voilà. Pour ma part, à la rédaction de Maritima, je me suis rabattu sur un classique, Jack London, Martin Eden. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon été et surtout une bonne lecture. Embarquer à bord d'un bateau pour une promenade unique au cœur de Marseille, c'est maintenant possible tout l'été. Au programme, une balade d'1 heure au départ du Vieux-Port, passant par le Pharo, le Mucem et le Fort Saint-Jean, jusqu'au Vallon des Offres pour tous les jours sans vent. Une occasion idéale de découvrir la cité phocéenne autrement. Ça permet aussi d'offrir un point de vue différent quand on est au niveau de l'eau que quand on est à pied où effectivement on peut s'amuser à se perdre. Là je trouve que la vue elle est plus globale et ouais, ça offre un point de vue vraiment avec l'eau, avec le... Voilà, je reviendrai volontiers à Marseille. Ces barques classiques mais loin d'être ordinaires sont équipées de moteurs électriques, un choix éco-responsable qui permet de naviguer sans bruit et sans polluer la mer. C'est une initiative de la ville de proposer des balades aussi 100% écologie. Les moteurs thermiques des bateaux, c'est aussi un vrai problème dans tous nos efforts de réduction du carbone. Si nous on a réussi à le faire sur un bateau, c'est qu'on peut l'appliquer à plus grande échelle. Et puis c'est aussi pour notre confort à nous, puisque finalement on n'a pas de bruit, pas de pollution, pas d'odeur de gaz. Je pense que les passagers préfèrent aussi une sortie plus confortable sur des bateaux électriques. Oui. Pour profiter de cette promenade gratuite, réservez dès à présent sur le site etémarseillais.fr. Moi je me régale, j'adore les feux d'artifice et chaque année Martigues nous régale, vraiment c'est magnifique, c'était magnifique avec la musique, avec sur l'eau comme ça, c'est un spot dingue, voilà, et je me régale chaque année, je veux pas la manquer. C'était très bien, comme d'habitude chaque année, Martigues met le paquet. Magnifique. Magnifique, il faut remercier tous ces bénévoles parce que franchement ils font un travail extraordinaire. Ça m'a rappelé les débuts de la Venise provençale. Où on fabriquait, étant à l'école, on fabriquait les chars. C'était lequel ton préféré des bateaux ? Le tout petit s'allume. La petite mouette articulée, elle était vachement sympa. Je peux que féliciter tous les préparateurs. Franchement, rien à dire. Je suis contente, je suis née à Martigues en plus. Je peux que remercier la ville. Comme d'habitude, Martigues, c'est un feu d'artifice qui est magnifique. Je pense que c'était le plus beau de ma vie pour l'instant, donc voilà. Tout d'abord, il y avait la file d'attente, immense. Alors, ça fait quoi d'être dernière de la file ? On est ravis. Je travaillais, du coup, on ne pouvait pas aller plus tôt, donc bon. Mais rapide. Vous attendez ici depuis longtemps ? Non, ça va, on vient d'arriver, il y a une vingtaine de minutes à peu près. Ça va faire 35 minutes. 35 minutes, ça va en vrai. Ouais, même pas, non, 20 minutes. Mais il y avait aussi l'établissement français du sang. On espère toucher beaucoup de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on peut donner son sang jusqu'à 70 ans révolus, et à partir de 18 ans. Et puis surtout, on veut remercier Sud Concert qui nous a gentiment invités. De beaux couvre-chefs. Dites-moi, je ne veux pas vous embêter, mais vous avez un très beau chapeau, je peux avoir le même ? Non, je vous le laisse. Par contre, celui-là, je le garde, je suis obligé. Mais surtout, il y avait des fans, petits et grands,
Nombreux hier soir dès 18h30 et tous venus voir la tête d'affiche de la soirée. Vous êtes venu voir qui ici? Bah Gims du coup, hein, comme tout le monde. Gims, idem. Bah Gims. Ah, maître Gims. Tu t'appelles comment mon grand? Sandro, et c'est mon premier concert aujourd'hui. C'est ton premier concert, t'es venu voir qui? Gims. Ciel, 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 tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. Après la première partie de Lynn, Gims, ou anciennement appelé Maître Gims, a proposé un spectacle intergénérationnel mêlant les hits de l'époque de Section d'Assaut. Bonsoir à tous. Bienvenue. L'endroit est magnifique. Alors on va remonter le temps. Parce qu'il y a plein de souvenirs. Un petit pas de black dance, bouscule une top modèle. Je me dis c'est dead, elle ressemble à mon femme. Et oui, je suis faible, et je suis qu'un homme. Dis-moi le mal que je garde. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la direction. Jusqu'à ses plus récents titres en solo. Le public a chanté, dansé, la halle de Martigues était pleine à craquer, et pourtant, ce n'était que la première soirée. 1, 2, 3, allez, on met tout dans deux. Magnifique.